Cette animation a pour but de décrire en termes simples les premières étapes de la création d'une nouvelle vie humaine. Elle se divisera en 5 grandes étapes en suivant le parcours de l'œuf dans la trompe de Fallope. Nous commencerons par l'ovulation, suivie de la fécondation, la segmentation de l'embryon, la morula et la compaction, pour finir avec l'implantation du blastocyste dans la cavité utérine. Premier chapitre, l'ovule et l'ovulation. L'utérus est un organe creux de 8 cm, relié au vagin par l'intermédiaire du col de l'utérus. Dans sa partie supérieure, s'abouchent les trompes de Fallope qui connectent les ovaires au corps utérin. L'ovaire est une glande qui contient les ovules, numéro 1, enfermés dans des structures nommées follicules. Chaque mois, à chaque cycle menstruel, un certain nombre de follicules commencent à grandir. Au bout de 2 semaines, un seul de ces follicules a atteint la taille de 2 cm, suffisante pour ovuler. L'ovulation, c'est la rupture de ce follicule qui libère l'ovule à la surface de l'ovaire. L'ovule ainsi libéré se colle aux franges de la trompe de Fallope qui balaie la surface de l'ovaire. À ce stade, l'ovule est entouré d'une membrane, la zone pellucide, ici en 3, et des cellules du cumulus en 2. On distingue à l'intérieur de l'ovule le noyau femelle, 4, qui contient les chromosomes maternels. Deuxième chapitre, la fécondation. Parmi les quelques millions de spermatozoïdes déposés dans le vagin, quelques milliers vont parvenir dans les trompes de Fallope. Cette ascension, qui ne dure que quelques minutes, est rendue possible par les contractions synchronisées de l'utérus et des trompes. La rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule a lieu dans le pavillon de la trompe. Pour atteindre le cœur de l'ovule, les spermatozoïdes vont devoir traverser plusieurs barrières successives. Les spermatozoïdes, ici en 3, doivent traverser tout d'abord l'épaisse couche de cellules du cumulus, numéro 2, pour atteindre la zone pellucide de l'ovule. La membrane pellucide, numéro 4, enveloppe l'ovule comme le fait une coquille d'œuf. Lorsque le spermatozoïde atteint la surface de la zone pellucide, 4, il s'y lie. Cette liaison permet la libération d'enzymes contenues dans la tête du spermatozoïde. Ces enzymes, en digérant la zone pellucide, vont permettre au spermatozoïde d'atteindre l'espace périvitellin. Rapidement, la tête du spermatozoïde va franchir l'espace périvitellin, 5, et s'arrêter à la membrane de l'ovule, 6. Cet arrimage se fait grâce à des protéines réceptrices placées à la surface de l'ovule. La liaison entre la tête du spermatozoïde et l'ovule va produire une cascade d'événements qui aboutiront à l'incorporation de la tête du spermatozoïde dans l'ovule et un blocage de l'entrée d'un deuxième spermatozoïde. On dit alors que l'ovule est imprégné. Troisième chapitre, la segmentation de l'embryon. Dans les 4 heures après imprégnation, les noyaux mâles et femelles se rapprochent. Entre 4 et 20 heures, les noyaux doublent le nombre de leurs chromosomes. Après 20 heures à 22 heures, les membranes entourant les 2 noyaux se rompent et leurs chromosomes s'apparient 2 à 2 pour former les noyaux des 2 premières cellules de l'embryon. Ainsi, 24 heures après l'imprégnation, l'embryon est formé de 2 cellules qui vont à leur tour se diviser pour former un embryon de 4 cellules à 48 heures, puis de 8 cellules à 72 heures, et ainsi de suite. Chapitre 4. La morula et la compaction.
Environ 96 heures après imprégnation, l'embryon humain est un amas d'une trentaine de cellules. On parle alors de morula à cause de sa ressemblance avec une mûre. À ce stade se déroule un événement capital pour le développement embryonnaire. Les cellules qui constituent la morula vont augmenter leur adhésion les unes aux autres. Ce phénomène, connu sous le nom de compaction, va créer deux populations cellulaires différentes dans la morula. Les cellules qui sont à l'intérieur de la morula, en bleu sur le schéma, sont les cellules qui vont former l'embryon proprement dit. Les cellules à la surface de la morula, ici en fuchsia, vont avoir un destin différent puisqu'elles vont former le futur placenta. Les deux populations cellulaires vont croître à des vitesses différentes. Les cellules du futur placenta vont proliférer plus rapidement que les autres. L'embryon se creuse alors d'une cavité qui se remplit de liquide. C'est à ce stade de blastocyste, 120 heures après imprégnation, que l'embryon quitte la trompe et apparaît dans la cavité utérine. Ce blastocyste enfermé dans sa zone pellucide numéro 2 est constitué d'une couche externe de cellules placentaires numéro 3 et d'une masse de cellules internes numéro 1, le futur fœtus. Le 5e chapitre va résumer les étapes de l'implantation. Entre le moment où le blastocyste apparaît dans la cavité utérine, vers le 4e jour, et le moment où celui-ci envahit la muqueuse utérine, au 7e jour, plusieurs étapes importantes se déroulent. Elles sont l'orientation, l'éclosion, l'apposition, l'adhésion et enfin l'invasion. Nous allons les considérer ici une par une. On considère que du 4e au 6e jour, le blastocyste flotte librement dans la cavité utérine. Il va s'orienter avant de s'immobiliser au contact de la muqueuse de l'utérus. Après l'ovulation, grâce à une hormone ovarienne, la progestérone, l'endomètre devient réceptif. Il est alors capable d'accepter l'implantation d'un embryon pendant une période de 4 jours seulement. Avant ou après ces 4 jours, l'embryon ne peut pas s'implanter. Grâce à des mouvements de rotation, le blastocyste oriente sa masse cellulaire interne en direction de la muqueuse et s'immobilise. Le mécanisme biochimique qui permet cette orientation est encore inconnu. Avant de pouvoir s'attacher plus intimement à la muqueuse de l'endomètre, le blastocyste doit sortir de la zone pellucide. Il n'est pas clair si cette étape d'éclosion précède ou suit l'étape d'orientation. Il est même possible que ces deux étapes soient simultanées. L'éclosion du blastocyste humain ressemble à l'éclosion de l'œuf de poule. C'est grâce à des enzymes produits par le placenta, ici en 1, que l'embryon peut digérer partiellement la zone pellucide numéro 4 et s'extraire par la brèche ainsi produite. La surface du blastocyste, libérée de la zone pellucide, est une surface collante qui adhère facilement à son environnement. Ainsi, si l'éclosion de l'embryon survient trop tôt, dans la trompe de Fallope ou à la surface de l'ovaire par exemple, l'embryon se développera là où l'éclosion s'est produite. C'est une des causes possibles de la grossesse extra-utérine. La surface collante de l'embryon se positionne à la surface de l'endomètre. On peut se représenter la surface de l'endomètre comme un champ de fleurs en été. Chaque fleur, chaque herbe, représente une molécule de surface. Par la coloration de ces molécules de surface, on voit bien qu'elles sont très nombreuses et forment une couche protectrice. Au moment de l'apposition du blastocyste, les molécules de surface qui se trouvent en dessous de l'embryon disparaissent par un mécanisme qui n'est pas encore élucidé. Une fois l'embryon positionné, il va adhérer de manière ferme à l'endomètre. Cette adhésion se fait grâce à des molécules dites molécules d'adhésion qui sont présentes à la surface du blastocyste.
On les voit ici colorés en vert. À chaque molécule d'adhésion exprimée sur l'embryon correspond une molécule réceptrice située sur la surface de l'endomètre que l'on voit ici colorée en blanc. L'étape ultime du processus de l'implantation embryonnaire est l'étape d'invasion. Comme une tumeur cancéreuse, l'embryon envahit l'utérus de sa mère. L'invasion commence par la formation de projections à partir des cellules du futur placenta, appelées cellules trophoblastiques, ici en fuchsia. Ces cellules grandissent et fusionnent entre elles pour former une cellule géante appelée syncytium, représentée en rose ici. Ce syncytium produit des enzymes qui digèrent l'environnement des cellules de l'endomètre, représentées ici en brun et en gris. Ces espaces digérés permettent à l'embryon d'envahir l'endomètre. Nous voici déjà à 11 semaines de grossesse. À ce stade, le placenta est formé et entoure complètement le fœtus qui est rattaché par le cordon ombilical, numéro 1. Le cordon contient les veines et artères fœtales qui plongent dans les villosités placentaires. Chaque villosité placentaire est séparée de la suivante par une chambre intervilleuse, numéro 2, qui contient le sang maternel amené par l'artère utérine, numéro 4. À partir de l'extrémité des villosités placentaires, là où elles entrent en contact avec l'endomètre, numéro 5, on remarque une population de cellules placentaires, numéro 3, qui envahissent l'endomètre maternel et même une partie du muscle utérin. Ces cellules placentaires invasives permettent d'ancrer le placenta dans la muqueuse utérine. Pour étudier en laboratoire les mécanismes de l'implantation du blastocyste humain, nous avons créé un embryon expérimental en faisant pousser des cellules placentaires invasives sur des billes de collagène. Après 24 heures de culture, un certain nombre de ces cellules s'est attaché à la surface de la bille de collagène. Après 72 heures de culture, la bille de collagène a été complètement digérée par les cellules placentaires invasives. Cette expérience nous apprend donc que les cellules invasives, comme les cellules du blastocyste, ont la capacité de digérer le collagène. Si l'on regarde dans l'utérus où se trouve le collagène, ici en rouge, on remarque qu'il sert de colle aux cellules de l'endomètre. Nous pouvons donc dire maintenant que, comme le blastocyste, les cellules placentaires invasives ont la capacité de digérer le collagène de l'endomètre. La digestion du collagène est réalisée par des enzymes sécrétées par les cellules placentaires invasives. Ces enzymes sont nommées les métalloprotéases, car elles possèdent un atome de zinc dans leur site d'activité. Le collagène de l'endomètre forme un réseau dense de fibres imperméables aux cellules qui ne sécréteraient pas des métalloprotéases. Les métalloprotéases digèrent le collagène en petits morceaux, rendant ainsi le réseau de fibres moins dense et donc perméable au passage d'un embryon. C'est l'embryon qui produit les métalloprotéases qui vont digérer le collagène de l'endomètre pour permettre son invasion. L'invasion de l'embryon est limitée dans le temps puisqu'elle ne se fait que durant les 15 premiers jours après l'imprégnation et elle est limitée dans l'espace puisque l'embryon n'envahit que l'endomètre et normalement pas le muscle utérin. Ces limitations sont dues à la production de facteurs utérins et embryonnaires qui contrôlent l'invasion de l'embryon en contrôlant la production des métalloprotéases embryonnaires. La plupart de ces facteurs utérins ou embryonnaires modulent l'activité des gènes des métalloprotéases. Un gène est une région de l'ADN qui constitue nos chromosomes et qui contient l'information génétique nécessaire à la synthèse d'une protéine, par exemple une métalloprotéase. Afin que l'information génétique soit traduite en une métalloprotéase, certaines protéines, appelées facteurs de transcription, indiquées ici par P, doivent se lier à l'ADN juste en amont du gène afin de l'activer.
Cette activation va alors permettre la synthèse de la métalloprotéase.